Donc ma présentation, donc elle vient donc à la suite de plusieurs présentations qui m'ont précédé et qui m'ont donc facilité la tâche. Alors je vais essayer donc de partager avec vous. Donc voici le plan de notre présentation. Alors en guise d'introduction, donc l'éruption, le mot éruption donc est très important. Donc du cancer dans la vie du sujet constitue donc un événement perturbant l'état de santé antérieur de sujet. Donc plus rien comme avant. Donc c'est une rupture, c'est un état nouveau. Donc il y a un changement radical entre le avant-cancer et le après-cancer. Donc c'est deux vies complètement différentes. Et donc le diagnostic du cancer, il menace plus ou moins donc la vie. Donc il y a une histoire de mort qui est en perspective, donc la mortalité. Donc c'est ce qui différencie le cancer des autres pathologies graves. Donc il y a la notion de mort, de finitude. Et ceci va faire en sorte que ça va nécessiter de la part des patients une adaptation à une nouvelle situation. Donc il faut trouver des mécanismes pour vivre avec et vivre donc avec ce quotidien et ce cancer et ce diagnostic. Donc il y a un impact plus ou moins sévère sur le quotidien pour soi et aussi pour les proches, pour la famille. Et ceci donc entraîne le plus souvent une crise, l'émergence de stress, une déstabilisation psychologique, de l'anxiété, de la dépression, etc. Donc, quelles sont les réactions psychologiques à l'annonce du diagnostic et du traitement? Donc, il faut savoir, donc voici une citation qui illustre très bien le sujet. Donc, le sage, il a deux langues, une pour dire la vérité et l'autre pour dire ce qui est opportun. Et donc notre rôle en tant que médecin, il faut parfois donc dire la vérité, mais de manière à ce qu'elle soit bien perçue par le patient. Alors une deuxième citation qui illustre parfaitement cette problématique de l'information en cancérologie. Alors il s'agit bien de ce qu'un médecin n'a pas envie de dire à un malade qui n'a pas envie d'entendre. Donc le médecin, il n'a pas envie, bien sûr, le fait de recevoir un patient à qui on va annoncer le diagnostic, on n'a pas envie de lui annoncer cette mauvaise nouvelle. C'est un exercice qui est difficile et le patient aussi n'a pas envie d'entendre cette mauvaise nouvelle. Et donc la question n'est plus aujourd'hui, faut-il dire la vérité, mais plutôt comment dire cette vérité, comment faire passer le message. Et donc les compétences relationnelles ne sont pas innées. Ça, c'est une notion très importante. Donc, on n'est pas avec des compétences relationnelles. C'est quelque chose qu'on peut acquérir et un enseignement spécifique peut être mis en place, ce qui a été largement négligé par nos facultés jusqu'ici. Donc, il n'existe pas de bonne façon d'annoncer une mauvaise nouvelle, mais certains, comme j'ai dit tout à l'heure, sont moins dévastatrices que d'autres. Et cet art de communiquer, il implique le savoir-faire, c'est-à-dire la technicité, mais aussi et surtout le savoir-être, c'est-à-dire la maîtrise de soi et les compétences relationnelles et humaines, qui sont plus importantes dans cette histoire de communication. Donc le constat, c'est quoi? C'est que presque tous les malades veulent connaître la vérité, mais à leur rythme. Avec précaution et considération, ils reconnaissent leur ambivalence. À la fois, ils veulent savoir et en même temps, ils ne voudraient pas savoir la vérité. Donc, ils veulent savoir de l'information, mais ils ont tellement peur que parfois, ils préfèrent ne pas savoir toute l'information. Et donc, il faut dire la vérité, mais jamais la vérité qui tue l'espoir. Donc, ça, c'est une notion très importante. Il ne faut jamais annoncer une nouvelle sans un projet thérapeutique derrière. Même en phase de soins palliatifs, même en phase terminale, il faut toujours proposer quelque chose, ne serait-ce qu'un traitement de la douleur, une ponction, etc. Donc il ne faut pas laisser le malade dans un désert et dire voilà le constat, mais sans projet thérapeutique. Parce que c'est l'espoir qui garde en vie et permet l'acceptation des traitements. L'annonce de la révélation d'un cancer doit se faire dans une éthique de précaution raisonnable.
Et donc, en bref, il faut choisir la voie de la nécessaire et douloureuse vérité. Nécessaire, pourquoi? Parce que sans vérité, il n'est pas possible de progresser dans la qualité des soins. Donc, il faut être authentique, il faut dire la vérité. La vérité, donc, douloureuse. Pourquoi douloureuse? Parce que la vérité est source d'angoisse, tant pour le malade que pour le médecin. Et j'ai bien dit la voie d'une vérité et pas la vérité, parce que c'est une voie qui est progressive, qui est adaptée et qui est personnalisée. Donc il ne s'agit pas de dire une vérité brutale tout de suite, mais il faut la faire adapter à chaque patient en fonction de ses besoins, en fonction de sa préparation. Donc l'incompréhension, il isole, il culpabilise et il déprime. La dramatisation, le fait de dramatiser la situation est un facteur d'angoisse. A contrario, la minimisation, elle inspire le doute. Donc le fait de banaliser, de dire que c'est rien, on va traiter facilement, donc ceci va instaurer le doute et va détruire la confiance entre le médecin et son patient. Et le jargon technique déresponsabilise et infantilise. Donc le fait d'utiliser un jargon technique, genre dire ouais c'est un adénocarcinome lébercunien T3 N0 M0, ça n'a aucun sens de dire ça à un patient parce que c'est un jargon qui va tout simplement isoler le patient, on va le déresponsabiliser et l'infantiliser. Donc il faut s'armer d'une communication qui doit être simple, claire et adaptée à chaque patient. Donc il est certain que la manière dont le malade voit le cancer dépend de la manière dont on lui a présenté et dans la manière dont on lui en parle. Donc ça, c'est une notion très importante. Il s'agit d'une situation en miroir, en fait, entre le soignant et le soigné. À la fois, le soignant est un professionnel, donc il a des connaissances, il a un métier. De l'autre côté, le soigné est un non-professionnel. Le soignant, il a un rôle qui est choisi et autodéterminé, alors que le soigné, il est là, il a un rôle qui n'a pas choisi d'être ici en face. Le soignant, il est membre d'une équipe médical, donc il est bien entouré par son staff, il n'est pas seul, alors que le malade, il est souvent isolé, tout seul dans sa consultation. Le soignant, il sait, le malade, il ne sait pas, et le soignant, il agit, alors que le soigné, il subit. Et donc ceci fait en sorte que la relation, au départ, elle est déséquilibrée. Il y a d'une part le soignant qui détient le pouvoir, qui est le maître de la situation, et de l'autre côté, le malade qui rentre en consultation timide, intimidé, seul, qui n'est pas en terrain conquis. Et donc ça, dès le départ, il y a une relation qui est déséquilibrée et qu'il faut savoir gérer avec subtilité pour laisser l'espace de l'expression des émotions et l'expression des questionnements. Donc il y a plusieurs profils de patients. Ça, c'est une notion très importante pour nos jeunes résidents. Quand on est en face, il faut savoir qu'on va à chaque jour voir un patient qui est complètement différent de l'autre. Les patients ne se ressemblent pas. Il y a une multitude de patients. Donc j'ai dressé quelques portraits, mais chaque patient est différent. Ceci très important parce que la relation entre médecin et patient est une relation singulière et l'annonce se fait au cas par cas, en fonction du patient qui est en face. Et ça, c'est une notion qui est quasiment importante. Donc, il y a deux grandes catégories de patients de manière schématique. Donc, c'est très, très schématique, juste pour mettre le cadre de la discussion. Il y a ceux pour qui la maladie est ancrée au plus profond d'eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est des gens qui se lèvent avec la maladie, qui se couchent avec la maladie, qui mangent avec la maladie, qui vivent constamment avec cette maladie. La maladie, elle est constamment présente dans leur esprit. C'est une maladie qui phagocyte jour et nuit leurs pensées. Et ça, c'est des patients qu'on repère très facilement en consultation. Quand ils rentrent chez nous, ils sont en train de poser des 1001 questions à la fois. Quoi que tu leur dises comme réponse, ils sont tellement angoissés. Donc la maladie est ancrée chez eux. Ils n'arrivent pas à se débarrasser de ça. A contrario, il y a ceux pour qui la maladie est juste une contrainte supplémentaire à leur vécu et elle doit être gérée comme il se doit. Donc ils continuent de vivre normalement, mais donc cette maladie ne doit pas prendre le dessus sur le reste. Et ça aussi, on le voit en consultation, c'est des gens qui sont relativement très simples à gérer
et avec qui le relationnel peut se passer de manière plus simple. Et donc les patients se répartissent en gros selon une courbe de Gauss. Donc il y a une toute petite catégorie des patients qui veulent tout savoir. Ils veulent vraiment partager le savoir du médecin. D'accord ? Ils veulent tout savoir. Ils veulent vraiment être à la place du médecin. Donc ils veulent savoir tous les minimums des détails, les taux de récidive, le pronostic, comment la chirurgie va se dérouler, la chimiothérapie, etc. Et donc ils veulent partager vraiment la connaissance du médecin. Et il y a aussi une petite catégorie des patients qui veulent absolument rien savoir, qui veulent rester dans le déni total. C'est une toute petite catégorie, donc c'est des gens qui sont là, qui disent à la limite, vous voyez avec la famille, vous voyez avec mon fils ou ma fille, moi je veux rester complètement à l'écart, juste que, voilà, ils font de la figuration. Entre ces deux catégories schématiques, donc il y a une grande majorité qui veut une part de vérité tout en gardant l'espoir. Donc il existe un réel décalage entre, comme j'ai dit tout à l'heure, l'imaginaire du malade, qui est une vérité subjective, très important, et la réalité médicale, nous qui sommes des professionnels, des techniciens, qu'on a des connaissances médicales, on a des vérités objectives. Et souvent, ce décalage s'accroît sous l'influence de multiples facteurs, situation familiale, est-ce que la patiente est divorcée, mariée, bien entourée, et elle a de la chaleur familiale, etc. Ou bien aussi selon la situation professionnelle, est-ce que c'est une femme qui cadre, ou bien sans emploi, etc. L'âge, le niveau de formation. Et ça, c'est une notion qui est capitale, il faut savoir vraiment l'intégrer, c'est qu'il y a, en consultation, il y a deux vérités. Il y a une vérité médicale, parce que, objective, avec nos connaissances qu'on veut faire appliquer à un patient, qui lui vient chez nous avec sa vérité subjective, qui peut être parfois complètement en décalage. Et c'est là où il faut que le médecin fasse le jeu pour aller vers le patient, savoir c'est quoi sa réalité. Donc, profil patient, maintenant, quels sont les profils des soignants ? Aussi, nous, ici dans la salle, on ne se ressemble absolument pas. Il y a aussi une mosaïque complètement différente des soignants. Schématiquement, là aussi, il y a deux grands profils. Il y a le profil cure, en anglais, qui est soigné, on est dans le soigner, et il y a le profil care, qui est dans le prendre soin. C'est deux choses complètement différentes, là aussi. Alors, on a des profils cure, c'est des techniciens, des rationnels, des quantitatifs, des scientifiques, des mathématiques, pointueux, structurés, organisés, pragmatiques, perfectionnistes, cartésiens, intravertis, réservés. A contrario, le profil care, c'est un artiste émotionnel, intuitif, psychologue, philosophe, spirituel, désordonné, chaleureux, rêveur, imaginatif, artistique, sensible. Vous voyez que c'est complètement différent. Selon notre personnalité, on peut voir la chose de manière différente. Et j'ai toujours donné l'exemple à nos jeunes résidents de la série américaine Grey's Anatomy. Vous vous rappelez de deux internes. Il y a l'interne asiatique qui s'appelle Christina, qui était plutôt dans le profil cure. Elle collectionnait les actes chirurgicaux. Pour elle, elle s'en fout de l'émotion générée par le patient. Pour elle, c'est d'opérer le maximum de patients, de réussir sa chirurgie, quoi qu'il en soit. Et à contrario, l'autre interne qui s'appelle Izzy, elle était profil purement care, elle était dans l'émotionnel, elle prenait dans les bras les patients, elle dormait, elle partageait le lit avec les patients, elle en faisait trop dans le care. Et donc, vous voyez que par la suite, c'est vraiment schématiquement deux profils complètement différents. Donc là aussi, c'est des profils qui sont variables dans le temps. Il faut savoir que c'est des profils qui sont variables dans le temps. Généralement, quand on est très jeune, interne ou résident, on est plutôt vers le cure. C'est-à-dire que par peur de rater un diagnostic, on est plutôt dans la technicité. On veut exceller dans l'acte chirurgical, on veut que notre protocole de chimiothérapie soit au milligramme près, avec le nombre de cures on veut suivre la littérature à la lettre. Et au fur et à mesure qu'on avance dans notre carrière avec l'expérience, on va vers le care et on se rend compte qu'il y a une autre vérité que la technicité, mais plutôt de prendre le malade dans sa globalité et d'intégrer ses choix, ses désirs dans la prise en charge thérapeutique.
Et donc, très important que les gens sachent dans quelle catégorie ils sont. Ça sera l'idéal de le savoir bien avant le choix de résidana ou bien avoir le choix de la spécialité. Si on sait d'ores et déjà quel profil on est, on peut choisir aisément soit une spécialité biologique, spécialité où on n'a pas le contact avec le malade, contrairement à une spécialité où on a un contact très intime avec les patients, les familles et donc un entourage très humain. Et donc l'amélioration de la rhétorique et de la communication avec l'aide de protocoles de communication peut aider les soignants à équilibrer leur profil cure ou bien care. Alors très important, comme j'ai dit, pour le soignant de bien se connaître pour mieux s'adapter à l'autre. Alors c'est très intéressant cette histoire de relation entre le patient, ce que ça induit chez nous aussi. Et il faut, à chaque fois qu'il y a une émotion qu'on transmet à un patient, il faut savoir ce que ça induit chez nous. Parce que ça nous permet de nous connaître et d'évoluer dans notre pratique. Schématiquement, pour un profil cure, ce qu'il faut qu'il développe chez lui, c'est qu'il faut qu'il ait des compétences pour mieux répondre aux attentes émotionnelles du patient. Il faut qu'il montre sa capacité à une approche globale. Alors que pour le profil care, lui, il faut qu'il s'organise mieux, qu'il se structure mieux dans ses relations avec les soignants. Il faut qu'il diminue l'investissement personnel dans la souffrance et l'angoisse du patient. Et il faut savoir se préserver. Il faut noter que ce profil care, c'est souvent eux qui sont sujets au burn-out. Souvent eux qui sont sujets au syndrome d'épuisement professionnel parce qu'ils s'investissent trop dans la relation avec les patients. Donc il faut savoir aussi se protéger quelque part sans pour autant être complètement froid et rationnel. Alors le traumatisme de l'annonce et les réactions de défense, donc ça a été évoqué par professeur Jihan Moussaoui, juste pour dire que ces états sont purement physiologiques. Ce n'est pas pathologique. Quand on a un patient qui est en colère en consultation, qui veut tout casser, il faut respecter. Pourquoi il faut savoir ça ? Pour respecter, pour laisser passer l'orage. Parce que, comme elle a dit Jihan Moussaoui, c'est le coping qui se fait, c'est le phénomène d'adaptation. Il faut passer par là pour arriver à l'acceptation. Et comme tu l'as dit, ce n'est pas un processus uniforme. On n'est pas obligé de passer par toutes les étapes pour arriver à l'acceptation. Et c'est très très important pour le savoir, pour savoir respecter et faire face. Parce que tout simplement, si on dit par exemple à une patiente « Tiens, je te propose une mastectomie » et elle dit non, vous dites n'importe quoi docteur, on a deux attitudes. Soit le chirurgien va dire « Vous sortez, vous m'humiliez, vous pensez que je ne connais pas mon travail, je vous proposais la mastectomie. C'est ça ou ça ?» Résultat, perte en termes de survie et perte de tout le processus thérapeutique. Au contrario, si on sait que c'est une colère qui est générée par l'annonce du diagnostic et par le processus de coping et d'adaptation, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se donner le temps à ce que cette patiente va passer à l'étape de l'acceptation. Et donc, il faut dire, digérer, respirer, je suis prêt à vous voir dans une semaine ou 15 jours et on rediscute. Et je vous assure que les choses change dans 80-90% des cas. C'est pour ça qu'il faut savoir connaître ces processus pour pouvoir les respecter et ne pas faire des dégâts. Donc ces mécanismes de défense sont automatiques, inconscients, ils ont une fonction adaptative face à une réalité trop douloureuse à supporter. C'est tellement douloureux que chacun peut, soit on tombe dans la sidération, là aussi je veux revenir sur quand on annonce un cancer à un patient, vous pensez qu'il va vous écouter ? Non. Première réaction, sidération. Sidération, c'est un voile noir qui se dresse. On n'écoute plus rien. Donc le médecin qui connaît ces processus, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire en sorte de laisser un temps que le patient va revenir sur Terre. Parce que quand il est en sidération, il est dans la Lune. Il ne vous écoute plus. Donc vous arrêtez votre discours médical de dire on va programmer 4 cures d'AC60, 12 paclitaxel, radiothérapie. Il n'écoute plus rien. Donc laissez le temps de la sidération passer pour pouvoir dire ce qu'il faut par la suite. C'est très important de connaître ces processus pour pouvoir les respecter et ne pas faire de dégâts comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ce processus n'est pas uniforme.
peut parfois avoir de la sidération, suivie juste par l'acceptation. On peut parfois avoir de la sidération, suivie du choc, de la dépression, de la révolte, du marchandage. Parfois, le marchandage peut nous énerver. Le marchandage, c'est quoi? C'est la négociation. Et vous dites les rites de l'hissas ou baraka alia. Donc, si on sait que ce n'est pas un processus qui est normal, on peut se braquer, on peut aussi donc ne pas accepter. Donc ce qui est constant chez le patient, c'est le besoin d'être entendu, compris et accompagné à son rythme. Le médecin doit absolument respecter et repérer les étapes du cheminement psychologique du patient afin de mieux s'ajuster dans le dialogue, d'être authentique, loyal et sincère tout en respectant ses mécanismes de défense. Donc il faut savoir se taire, prendre du recul, mieux vaut agir que réagir, il faut garder son sang-froid sans hausser le ton. Il y a des réactions, comme j'ai dit, de défense du malade. Mais il faut aussi savoir qu'on a aussi nos propres réactions de défense face à quelque chose de grave. Quand on est amené à annoncer une récidive, quand on est amené à annoncer une chimiothérapie, on est face à quelque chose de très difficile. Il faut savoir aussi que nous, médecins, nous avons nos propres mécanismes de défense et il faut savoir aussi les repérer et les connaître. Alors l'investissement relationnel essentiel à la construction du lien thérapeutique conduit le médecin à vivre des événements éprouvants. De manière naturelle, le praticien aura tendance à se préserver. Donc, pour qu'on puisse se préserver, parfois on est amené à mentir. D'accord? On est en train de mentir. Quand ils nous disent est-ce que le scanner a montré des métastases hépatiques, on peut dire parfois non. C'est un mensonge qui rentre dans le cadre d'une réaction de défense. C'est tellement douloureux pour nous d'accepter que, soit parce qu'on n'a pas le courage ou on n'a pas la technique de le faire, la première réaction, on va mentir et on va se débarrasser de la situation et la pousser au malade. D'accord? Alors, qui parmi nous n'a pas eu un jour des difficultés à rentrer dans la chambre d'un malade qui est difficile, un malade qui est difficile? Parfois, on peut faire la visite, on dit ah, dès que la salle, ça nous arrange en fait, ça nous arrange parce que c'est tellement douloureux pour nous, on n'a pas les mots pour faire ça. Ou là, voilà, donc on esquive, on essaie de faire en sorte de ne pas affronter la réalité. Qui n'a pas un soir répondu de manière un peu simpliste et sèche aux interrogations d'une famille? C'est tellement, voilà, c'est tellement dur, tellement difficile qu'on peut parfois répondre à une manière sèche. Et quel clinicien n'a pas déjà été fatigué d'aider, luttant pour donner, écouter, soutenir, expliquer? Donc c'est très important. Il faut savoir que c'est normal. On n'est pas on n'est pas méchants, on n'est pas des gens sadiques, mais on est tout simplement des gens face à des situations difficiles, face à lesquelles on peut avoir des réactions de défense. Donc le mensonge, la banalisation, la fausse réassurance, la rationalisation, donc c'est le discours purement médical et rationnel pour essayer pourquoi on le fait. Moi aussi je le fais parfois. Quand j'ai des difficultés, j'essaie de parler de manière très rationnelle, très médicale. Pourquoi? Pour que le patient ne comprenne pas grand-chose et n'ose pas me poser plus de questions. D'accord? Donc la rationalisation, l'identification projective, c'est quoi? Allez, il faut se battre, allez, il faut aller vers l'avant. Ouais, courage. Donc c'est quelque chose d'identification projective. Justement, mais c'est pas évident de faire une chimiothérapie. Il faut expliquer les choses, il ne faut pas dire ouais. Donc l'évitement, comme j'ai dit, éviter d'en parler. Au l'acting out, c'est le passage à l'acte. C'est comme j'ai dit, docteur, est-ce que je vais mourir? Oui, vous allez mourir. Donc je profite de l'occasion, de la brèche, pour justement dire ce que je n'ai pas envie de dire. Donc les mécanismes de protection à repérer chez le patient, mais aussi chez le soignant. Donc effondrement, culpabilité, colère, négation, déplacement, maîtrise. Et de l'autre côté, donc c'est traiter la maladie et non le malade, répondre hors sujet, parler un langage technique, mentir, etc. Donc parle-t-on le même langage? Non, on ne parle pas le même langage. Le patient et le malade ne parlent pas du tout la même langue. Ils parlent deux langues différentes. Quand le médecin parle de bénéfices de traitement,
Quand le médecin explique, oui, on va faire une gastrectomie, on va essayer de passer, d'avoir des limites saines, on va faire, voilà. Le patient, pour lui, il va dire, oh là là. Pour le médecin, pour lui, c'est une maladie qui est localisée, qui est curable. Pour lui, il parle bénéfice, mais le patient le perçoit comme aïe, 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 je vais me faire anesthésier, je vais saigner, je vais me faire ouvrir le ventre. Qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Donc, c'est deux réalités complètement différentes. Quand le médecin parle de chances de complications, c'est-à-dire oh, vous avez 3% peut-être de risque de saignement, de thrombose, etc. Lui, il ne retient que les 3% de risque de thrombose. Il reste focalisé et parasité par ce risque, ce malchance. Il dit mais pourquoi moi? Quelle malchance, les gens ils se font opérer sans problème et moi on m'a dit thrombose, etc. Donc il retient que ça. Quand le médecin dit possibilité, il y a une possibilité de lui, pour lui c'est un risque. Et quand le médecin va lui dire ah la biopsie est revenue positive, le patient il dit oh là là bravo elle est positive, c'est bon je me suis sorti, c'est positif, c'est ijabi. Donc vous voyez que c'est juste complètement. À contrario, quand on dit négatif, pour lui, il dit oh là là, c'est négatif. Donc vous voyez qu'il faut expliquer de manière simple et terre à terre avec nos patients. Donc à éviter une annonce trop tardive, perte de confiance, il faut annoncer très tôt dans la maladie, il ne faut pas aller trop tard. Annonce trop froide, c'est annoncé comme un verdict. Annonce sans projet, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste. À chaque fois d'annoncer quelque chose, il faut derrière qu'il y ait un projet tout de suite. Il ne faut pas tarder. Il faut qu'il y ait un projet tout de suite. Annonce atténuée, annonce trop rapide et brutale. Ce qu'il faut faire, c'est la disponibilité du médecin. Comme elle a dit Jeanne, il faut que le médecin, nous, on n'est pas disponible. La réalité, c'est qu'on n'est pas disponible. On fait trop de choses. Et on est tout le temps en train de courir dans ici et là. C'est pour ça que le rôle des psychologues, c'est très important pour cadrer les choses. Ils ont plus de temps d'écoute, c'est leur cœur de métier. Donc nous, on n'a pas cette disponibilité, on fait trop de choses à la fois. Mais si on a des bases, à défaut de bien faire, on peut éviter des catastrophes. L'atténuation et la progressivité. On n'est pas obligé de cracher toutes nos connaissances, tout ce qu'on veut dans la première consultation. On n'est pas obligé de dire, voilà, on va faire ça et ça et ça et ça et ça et ça. Ça n'a aucun sens. Il faut doser ça en fonction de ce que le patient veut ou bien il est capable d'assimiler à l'instant T. Le jour où il posera des questions plus détaillées, on donnera plus de détails. La cohérence du message, très important. Le chirurgien va dire oui, c'est opérable. Le chimiothérapeute va dire non, c'est foutu. L'autre il dit ça, l'autre il dit ça. Le patient ne se retrouve plus dans le discours. Donc cohérence, c'est synonyme d'écrire tout dans le dossier, d'écrire qu'on a fait la dernière fois. Le chirurgien a été au courant, il a annoncé ça, la malade refuse la mastectomie, l'équipe d'oncologie est au courant, etc. Donc la cohérence du message permet que le patient ait confiance dans l'équipe médicale et l'équipe soignante. Donc laisser un espace de maîtrise, le séquençage du futur, le maintien d'une attitude constructive et la gestion de ses propres émotions.